La Fédération francophone de jeûne randonnée vous propose un podcast sur le jeûne. Durant ce podcast, vous allez suivre des sujets très différents qui essaient la pratique du jeûne pour se guérir. Cet épisode aborde de façon assez large une multitude de sujets sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans les prochains épisodes. Un Français sur deux souffre de troubles digestifs et c'est pourquoi nous abordons ce sujet-là. J'ai jamais jeûné. Vous savez, le fait de pas manger pendant à peu près 7 jours. Enfin, j'ai toujours eu envie, mais j'ai jamais sauté le pas. Parce que les études, le taf, le sport... Ah ouais, ça, le sport, c'était mon excuse principale. Puis on en parle de la tentation de voir sa famille manger, ses potes, bref, l'horreur quoi. Ouais, 7 jours, 168 heures et 604 800 secondes. Alors, il y a quelques années, j'ai découvert le jeûne intermittent et autant vous dire que ça m'a beaucoup aidé. À l'époque de la préhistoire, l'homme était un chasseur et un cueilleur. Il devait passer beaucoup de temps et d'énergie à chasser. Il ne prenait pas ses 3 repas quotidiens comme aujourd'hui. Le jeûne, c'est une pratique gravée dans l'histoire de l'humanité. Cette pratique ancestrale est retrouvée dans les 3 religions monothéistes et nouvelles tendances sous différentes formes. Pourquoi jeûner ? Pourquoi infliger ça à notre corps quand tout va bien ou quand tout va mal ? Je m'appelle Jacques Roulier, je suis encore peut-être temporairement président de l'Académie médicale du jeûne et nous venons d'organiser un séminaire pour former, informer des médecins, des soignants, des paramédicaux et des accompagnateurs de jeûne de la Fédération francophone de jeûne et randonnée. Le jeûne intermittent, il a un premier mérite, c'est qu'il est très facile à mettre en place. C'est-à-dire que tout le monde peut l'expérimenter sans compétences particulières, sans difficulté, parce que c'est simple et parce que si ça ne fonctionne pas, si c'est désagréable, si c'est mal vécu, on l'arrête. C'est aussi simple que de dire tiens, aujourd'hui à midi je ne vais pas manger, par exemple. Ou ce matin je ne vais pas prendre de petit déjeuner. C'est vraiment sa première qualité. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que ça permet au système digestif de se reposer à la suite ou avant la nuit. J'ai envie de dire que la manière la plus commode de faire un jeûne intermittent, c'est de sauter le petit déjeuner parce que ça suit une certaine logique et ça a l'avantage qu'on va se passer du repas qui habituellement est le plus sucré. L'objectif, c'est de se mettre dans un régime qu'on appelle cétogène, c'est-à-dire qu'on va utiliser le stockage sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux qui est destiné justement à fournir de l'énergie quand on n'a pas mangé depuis longtemps. Pour n'importe qui, il est très sain de laisser 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner. Ça permet simplement juste au système digestif de se reposer. Toute activité vivante a besoin de se reposer. Et une des difficultés dans nos modes alimentaires, c'est que cette période de repos, elle est quelquefois trop courte. Et que donc ça finit par épuiser le système digestif et qu'on va se trouver dans des systèmes de résistance à l'insuline, donc de prédiabète, avec toutes les complications qui suivent si on ne corrige pas. Donc 12 heures de pause, de vraie pause entre le dîner et le petit déjeuner, on va dire, c'est le minimum pour tout le monde. Quand on veut aller un peu plus loin, on va augmenter cette pause, donc prolonger cette phase dite cétogène où on va prendre dans les réserves de tissu adipeux l'énergie dont on a besoin. Et ça tombe bien parce que c'est précisément fait pour ça. On peut perdre du poids, disons que c'est favorable à la normalisation du poids. Le jeûne a cette qualité, en général, ça normalise, ça régule. C'est-à-dire, si on a tendance à être très mince, on va très peu perdre de poids. Si on a tendance à être en surpoids, ça va avoir tendance à faire perdre du poids. Alors évidemment, ça dépend de ce qu'on fait par ailleurs, de ce qu'on mange et de l'activité physique qu'on a. Je dirais que le jeûne, quand il se prolonge, dans tous les effets qui ont été évalués dans la littérature médicale, le plus catégoriquement certain, c'est l'amélioration des maladies inflammatoires.
Alors les maladies inflammatoires digestives, bien sûr, on a envie de dire de façon intuitive, si on laisse le système digestif se reposer, les phénomènes inflammatoires vont avoir tendance à s'atténuer spontanément. Mais il y a d'autres mécanismes bien plus profonds au niveau cellulaire qui vont diminuer la quantité des facteurs de l'inflammation. Donc, toutes les maladies inflammatoires digestives, mais aussi, par exemple, on a plusieurs études et même des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui reprennent d'autres études, qui permettent de dire que, par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie qui peut être vraiment handicapante, pour laquelle la médecine classique elle est relativement démunie, c'est-à-dire qu'on n'a que des traitements symptomatiques, soit on donne des anti-inflammatoires plus ou moins puissants, soit maintenant on commence à utiliser aussi des immunosuppresseurs, c'est-à-dire des médicaments qui vont empêcher le système immunitaire de réagir à tort et à travers, puisque c'est ça le problème de ces maladies inflammatoires chroniques. On a vraiment une efficacité certaines, prouvées par de multiples études. C'est valable aussi pour d'autres maladies inflammatoires, en général notamment celles qui sont du registre de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, c'est-à-dire quand le système immunitaire n'arrive pas à faire la différence entre le soi et le non-soi et va réagir contre certains constituants de son propre organisme. Et est-ce que les maladies inflammatoires chroniques intestinales peuvent être des maladies auto-immunes ? Ce sont des maladies auto-immunes. Alors c'est couplé avec un désordre du microbiote, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dysbioses. C'est un déséquilibre du microbiote et c'est en ce sens d'ailleurs que le jeûne est très intéressant parce que le jeûne, il va là aussi normaliser. C'est-à-dire que s'il y a des proliférations qui ne sont pas bienvenues dans le microbiote intestinal, eh bien, les bactéries qui exagèrent, qui veulent prendre toute la place, eh bien, celles-là, elles vont être particulièrement impactées parce qu'elles ne vont plus avoir la nourriture qui leur permet de proliférer. Donc, les bactéries qui sont en quantité normale ne vont pas tellement en souffrir, ne vont pas être perturbées par l'absence d'apport extérieur. Par contre, tout le microbiote intestinal va se normaliser. C'est-à-dire on va avoir un rééquilibrage de la flore intestinale, et non pas une disparition d'ailleurs, ce qui pourrait être un petit peu curieux, mais c'est parce que les bactéries, les germes, les virus, les champignons, les levures qui constituent le microbiote intestinal se nourrissent certes des aliments que nous absorbons, mais aussi des cellules intestinales. Et comme il y a une rénovation en profondeur de la muqueuse intestinale et du microbiote, c'est pour ça qu'on a des résultats qui sont intéressants en termes de maladies inflammatoires chroniques intestinales, les fameuses MICI ou MICI. Ouais, et l'intestin irritable en fait partie, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, c'est des entités qui sont décrites par les gastro-entérologues. Alors, il y a le syndrome de l'intestin irritable, il y a la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Mais c'est pas un peu la même chose, tout ça, finalement ? Disons qu'il y a une espèce de terroir commun, de terrain commun qui fait qu'il y a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote, et une inflammation et une porosité, c'est-à-dire des anomalies entre les jonctions des entérocytes, qui fait que ces maladies-là se couplent à des désordres immunitaires qui vont bien au-delà du problème intestinal. C'est-à-dire que ça peut aussi être l'occasion de déséquilibres métaboliques. Et ça, c'est une maladie du XXIe siècle ? Très clairement en lien avec l'excès d'hydrates de carbone ou de glucides dans l'alimentation. Alors, qu'est-ce que c'est que les hydrates de carbone et les glucides ? On pense au sucre, aux aliments sucrés, mais aussi toutes les farines de céréales. Et puis, les légumes racines, surtout s'ils sont cuits, parce qu'ils sont riches en sucre. Le sucre, c'est fait avec des betteraves, par exemple. Ça avait d'autres causes de ces maladies-là que l'alimentation ? Probablement qu'il y a dans certains cas des prédispositions génétiques, c'est-à-dire des altérations, mais qui sont pas, c'est pas comme une épée de Damoclès à laquelle on est tout le temps soumis. Le propre de la génétique, c'est que le code génétique, le patrimoine génétique dont on hérite de ses parents, c'est pas quelque chose qui est automatique. C'est-à-dire qu'il y a un rôle de l'environnement qui peut modifier cet héritage génétique. C'est comme un livre, mais on n'est pas obligé de lire toutes les pages.
Et les pages qui sont lues, ça dépend beaucoup du mode de vie. C'est-à-dire, ça dépend de l'alimentation, ça dépend de l'exercice physique, ça dépend de paramètres extérieurs qui sont les perturbateurs endocriniens, la pollution, le fait de fumer. Et ça dépend aussi de la manière dont on arrive à s'occuper, à gérer, pour employer un terme à la mode, son stress. Le problème du stress, c'est que c'est quelque chose où on a quelquefois la main, mais quelquefois pas. Ça repose sur un équilibre entre le système sympathique et orthosympathique et parasympathique, ce qu'on appelle le système nerveux autonome, avec un versant qui est l'activation des fonctions motrices, notamment de l'attention, de l'éveil, avec une montée de la pression artérielle, avec une accélération cardiaque, une dilatation des pupilles. C'est le côté adrénaline. Et puis, ça, c'est le côté orthosympathique. Et puis, l'autre versant, c'est le parasympathique. C'est tout le contraire, c'est l'apaisement. C'est un autre médiateur chimique qui s'appelle l'acétylcholine. Et c'est quelque chose dont on a besoin en alternance. Ça pourrait faire penser au yin et au yang qu'on voit en médecine chinoise. C'est aussi ce système nerveux autonome qui va régler toutes les fonctions automatiques de notre organisme. La digestion, les battements cardiaques, la pression artérielle, la température, la respiration, la digestion, etc. Et ces fonctions-là, elles se règlent automatiquement, mais il n'y a pas de possibilité de reprendre le contrôle. Il y a une seule fonction qu'on peut reprendre, sur laquelle on peut reprendre complètement le contrôle, c'est la respiration. Et ça, c'est pour ça que toutes les techniques qui visent à se calmer, s'apaiser, ça passe souvent par la respiration. La sophrologie, le yoga, l'hypnose, toutes ces techniques qui sont en fait des techniques destinées à retrouver le calme intérieur, à s'apaiser. On a peur de se sentir faible. Enfin, j'ai peur de me sentir faible. De ne pas être concentré, de faire de l'hypoglycémie. Mais ce ne sont seulement que des peurs, puisque l'état de cétose consiste à forcer son corps à puiser dans les réserves de graisse pour trouver son énergie, en le privant de sa source habituelle, les glucides. Et plus le déstockage de nos réserves augmente, et plus on a de l'énergie. Quand le corps est en jeûne, une fois que la bascule métabolique est enclenchée, eh bien il produit des corps cétoniques qui sont en coupe faim. Et la faim passe. Et pour l'hypoglycémie, eh bien, pendant le jeûne, la glycémie reste stable. Bref, pour le moment, restons sur les bienfaits du jeûne intermittent. Déjà, faut que je vous explique pourquoi j'en suis venue là. Parce qu'autant vous dire qu'à l'âge de 20 ans, tu t'intéresses plus à boire une bière avec tes potes qu'à prévoir de jeûner pendant 16 heures. Je m'appelle Pauline et j'ai mal au ventre. Parfois, pour aller en cours, je ne mange rien pour tenir et encore tenir. On parle du syndrome de l'intestin irritable, aujourd'hui de la colopathie fonctionnelle. Pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou MICI. La maladie de Crohn. Je sais pas. Et les médecins, ils savent pas non plus. Vous avez une SIC. Une quoi ? Un syndrome intestinal chronique. Malheureusement, ça soigne pas vraiment. Donc voici la liste de ce que vous pouvez manger et puis l'autre liste de choses que vous ne pouvez pas manger. Merci. Mais ça, c'était il y a 5 ans. J'ai fait une multitude de tests et pour le moment, ce qui est bien ressorti, c'est que j'avais la protéine C réactive, ou CRP, anormalement au-dessus de la moyenne. C'est une protéine synthétisée par le foie et sécrétée dans le sang en réponse à un état inflammatoire. Si vous avez une CRP élevée, c'est souvent le signe d'une inflammation aiguë ou chronique, et c'est souvent lié à une dysbiose intestinale. Une altération de la perméabilité intestinale augmente le passage d'antigènes alimentaires ou bactériens et contribue fortement à une inflammation chronique de bas grade. La muqueuse intestinale est un filtre dont le but est de laisser passer nos nutriments et d'empêcher la pénétration de micro-organismes et de macronutriments. Il est constitué principalement d'une unique couche de cellules, les entérocytes, qui assure une fonction de barrière mécanique vis-à-vis du contenu de l'intestin. Cette barrière est obtenue par des jonctions serrées et sert de bouclier contre les agressions extérieures. Sauf que, quand la muqueuse intestinale est altérée et enflammée, les jonctions se desserrent, s'éloignent et deviennent une passoire. La porosité s'installe, et cela entraîne une inflammation chronique. Ça fait 4 ans. 4 ans que je pratique ce fameux intermittent fasting, ce 16-8. Je ne mange pas le matin, prends mon dernier repas à 21h grand max et remange à 13h environ.
Étant donné que personne n'avait de traitement efficace à mon problème, eh bien j'ai trouvé cette solution. Elle met au repos mon système digestif et calme cette inflammation qui me tape sur le système. Ce n'est pas trop contraignant socialement parlant, c'est pas coûteux et j'ai beaucoup plus d'énergie. Au début, je ressentais la faim le matin, surtout lorsque je devais me lever tôt, mais aujourd'hui, mon ventre ne réclame plus rien jusqu'à 13h. Et pourquoi c'est si important de soigner son intestin, outre la gêne que cela entraîne ? Eh bien, quand ça va pas dans le bide, tu tombes souvent malade. Plus de 70% du système immunitaire est logé dans l'intestin, et en pratiquant le jeûne, on baisse l'inflammation du corps et on développe notre immunité, ce qui traite les cellules cancéreuses, les virus et les bactéries. Bref, pour me soigner, j'ai trouvé que le jeûne intermittent. Mais pourquoi ça fonctionne ? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que ça me calme ? Une étude sortie en 91 confirme l'effet anti-inflammatoire du jeûne dans la polyarthrite rhumatoïde. L'auteur a fait jeûner pendant 7 jours 21 patients atteints de cette maladie, et l'effet est vraiment incroyable. Le jeûne assure un effet comparable à la cortisone. Autrement dit, les patients qui avaient en moyenne presque 2 heures de raideur matinale n'ont plus que 20 minutes. Je suis allée à Metz-sur-Seine au séminaire professionnel de jeûne pour rencontrer le docteur Jacques Rouillet et Claire Delval afin d'en savoir plus. L'inflammation chronique, ça veut dire que ça dure longtemps, plus de quelques mois. De haut grade, ça veut dire que ça parle. C'est par exemple, on a des symptômes, c'est par exemple les allergies respiratoires, c'est par exemple les intolérances alimentaires, ce sont les maladies auto-immunes telles que la maladie Crohn, la rectocolite hémorragique, la polyarthrite. Donc tout ça, en fait, ça parle. Il y a des symptômes, c'est symptomatique. Bonjour Pauline, alors pour me présenter en 2 mots, je suis médecin de terrain, médecin généraliste depuis 33 ans. J'ai été amenée à me pencher sur la nutrition, la micronutrition par mes patients, parce qu'il y avait énormément de questions sur ce sujet, et puis aussi parce que les outils que j'avais en médecine allopathique classique n'étaient pas suffisants pour les aider, et que quand j'ai commencé à expérimenter certains types de régimes, j'ai vu des changements énormes que je ne voyais pas avec des médicaments, et donc ça m'a poussée à aller continuer à chercher du côté de l'alimentation et de tout ce qui tourne autour pour pouvoir aider les patients au niveau de leur santé. Dès lors en fait qu'on arrive à laisser des pauses au moment à l'organisme, entre les différentes périodes d'ingestion d'aliments, on lui laisse en fait traiter jusqu'au bout la digestion de l'aliment, l'assimilation. Et on va lui permettre, dans ces périodes de pause, le tri, la désassimilation, l'organisation des réserves et l'élimination des toxines. Cette période très importante de tri, elle ne peut pas se faire quand vous ingérez toutes les 2 heures, toutes les 3 heures un nouvel aliment, parce qu'il y a du grignotage, parce qu'il y a des repas, parce qu'il y a un goûter, parce qu'il y a une collation sans arrêt. Donc il n'a pas pu terminer son travail de digestion qui peut prendre au moins 6 heures avec certains aliments, plus compliqués à digérer. Qu'est-ce que c'est digérer ? C'est désassimiler, c'est couper en tout petits bouts. On a des protéines qui sont des longues chaînes d'acides aminés, il faut couper en tout petits bouts en acides aminés simples. C'est la même chose pour les glucides ou pour les lipides, il faut les couper en tout petits bouts. Et après, il faut organiser la distribution de ces petits acides aminés, de ces glucides simples et de ces lipides. Et quand on mange tout le temps, quand on assimile toutes les 2-3 heures, on n'a pas fini ce travail de tri et d'organisation et de distribution, on est déjà obligé d'aller sur une nouvelle tâche. Donc on laisse tomber ce qu'on est en train de faire, l'organisme laisse tomber ce qu'il est en train de faire pour pouvoir digérer et assimiler ce qu'on met dans l'estomac. Donc ce travail ne peut se faire que quand il y a des pauses entre 2 prises alimentaires suffisamment longues. Et ces pauses, c'est ce qu'on va appeler le jeûne intermittent, c'est d'avoir au moins 12 heures, 16 heures, 14 heures ou 16 heures de pause entre 2 prises alimentaires qui va permettre de complètement terminer un cycle de digestion et d'aller faire ce travail d'organisation et de détoxication. Et dans ce travail, voilà, il y a des réactions chimiques qui ne peuvent se mettre en route que quand ça fait plus de 10 heures ou 12 heures qu'on n'a pas ingéré d'aliments. Comme par exemple calmer l'inflammation chronique. Comme par exemple calmer l'inflammation, comme par exemple en fait baisser tous les acteurs dont on a vu tout à l'heure dans la présentation, les acteurs de l'inflammation. Comme je vous ai dit, si on fait une prise de sang avant et juste après une ingestion alimentaire, on voit les globules blancs qui montent en fait. Mais c'est normal parce que c'est leur travail d'aller regarder tout ce qui rentre comme toxines éventuelles dans l'organisme et puis de nettoyer tout ça. Donc tous ces acteurs vont aller au repos et on va pouvoir
aller plus dans un travail de fond de catabolisme, de réparation des cellules qui sont abîmées, donc d'anabolisme. D'abord, catabolisme, on détruit ce qui ne va pas bien, et anabolisme, on va reconstruire des nouvelles cellules toutes fraîches, toutes avec une bonne fonctionnalité. Et ça ne peut intervenir que dans ces périodes-là. Oui. Et le fait de fumer le matin, est-ce que ça peut interrompre le jeûne intermittent ? Alors, dans ce qu'on cherche comme bénéfice dans le jeûne intermittent, on cherche une détoxication et une reconstruction. Fumer, alors je ne dirais pas que ça interrompt tous les processus de métabolisme et notamment d'anabolisme, de construction du jeûne, qu'on cherche quand on fait un jeûne intermittent. En revanche, on est contre-productif avec l'idée même du jeûne intermittent, c'est on va construire des cellules saines. Avec quoi on les construit ? Avec des déchets en fait qui sont dans la cigarette et qu'on va aspirer. Et qu'est-ce qu'on met dans notre organisme comme matériau pour construire nos nouvelles cellules ? Le tabac ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Il y a 33 ans, quand j'ai commencé à travailler, on nous disait que la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, n'existait pas chez l'enfant. Or, j'en ai un nouveau cas tous les mois, maintenant des gamins qui ont 10, 12, 15 ans et qui ont une maladie de Crohn ou qui ont une rectocolite hémorragique, c'est l'autre maladie inflammatoire chronique du tube digestif. On en voit de plus en plus souvent. Dans le syndrome de l'intestin irritable, effectivement, il y a une inflammation chronique qui prend naissance dans le tube digestif. Et ça peut aboutir à quoi ? On dit que l'inflammation chronique de bas grade aboutit à des maladies cardiovasculaires, ça abîme l'endothélium des vaisseaux, la petite fine paroi qui est à l'intérieur des vaisseaux, et donc ça fait le lit de l'infarctus du myocarde ou de l'accident vasculaire cérébral. Ça fait le lit de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome métabolique, donc c'est une association obésité, hypertension artérielle, insulinorésistance, voire diabète. Donc c'est quand même ces pathologies chroniques qui sont le fléau du XXIe siècle. Et puis on parle beaucoup aussi de la cancérisation des cellules. On dit que l'inflammation chronique fait le lit du cancer. Ça veut dire que ça favorise en fait les réactions de cancérisation de la cellule. On a beaucoup dit aux patients qui avaient un intestin irritable, un syndrome d'intestin irritable, que c'était surtout psychologique et qu'il fallait gérer le stress. Certes, c'est important puisque toute la motricité du tube digestif, elle est commandée par le nerf vague et que le stress joue sur les informations transmises par ce nerf vague. Mais c'est loin d'être suffisant. On a besoin d'agir sur tous les différents facteurs. Donc l'alimentation en est un, la régulation des micronutriments dans l'organisme en est un autre, par exemple, parce que pour réparer un intestin qui a été mal à un moment donné, on a besoin de certains acides aminés comme la glutamine, on a besoin de certaines vitamines comme la vitamine D, la vitamine A, on a besoin de certains sels minéraux comme le zinc et le magnésium. Tout ça, c'est indispensable pour réparer une muqueuse intestinale qui a été malmenée. Et si on constate des carences micronutritionnelles de plus en plus fréquentes chez nos concitoyens, parce qu'on a une alimentation qui est plus suffisamment dense sur le plan nutritionnel, et on n'a pas les outils pour pouvoir réparer la muqueuse qui s'est abîmée. Que ton aliment soit ton seul remède. Go chercher sur internet, dans des livres, tout ce qui pourrait calmer cette inflammation. Comment manger anti-inflammatoire durant ces 8 heures de plage horaire que nous offre le jeûne intermittent ? J'ai décidé de partir 5 jours dans un centre de jeûne intermittent à la rencontre de Marie-Ève, une spécialiste de la cuisine ayurvédique. Voilà, c'était le premier épisode de Je peux pas, j'ai mal au ventre, réalisé par Pauline Labro pour la Fédération francophone de jeûne randonnée. On espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur Instagram à ffjr-jeûne et randonnée. À suivre, bientôt le 2e épisode.